Bonjour à tous, dernier lundi de juillet pour certains d'entre vous. Il faut déjà penser au retour, pour d'autres, c'est la dernière ligne droite avant les vacances. Pour beaucoup trop, c'est comme d'habitude. 42% des Français ne partent jamais en vacances. Pour tous, voici les nouvelles de la mi-journée. En remportant le Tour de France, Laurent Fignon a gagné ses galons de grand champion cycliste. L'absence de Bernard Hinault a permis de découvrir une nouvelle génération de coureurs cyclistes qui ont du mollet et de la tête. Orage de grêle sur la France, plusieurs régions viticoles sont touchées. Les dégâts les plus graves sont à déplorer en Côte d'Or. Robert Hersant défie le gouvernement. Il n'accepte pas le blocage des prix de 2 journaux de son groupe, François et Le Figaro. Le dossier dans cette édition. Ce sont nos invités, vous allez découvrir leurs visages, les voici. En fin de journal, vous saurez comment elles sont vêtues. Pour les téléspectateurs d'Antenne de Midi, 9 mannequins montreront les plus beaux modèles de la collection haute couture hiver 83-84. Ne manquez pas ce rendez-vous vers 13h20, mais je suis sûr que vous ne le manquerez pas. Malgré l'absence d'Hinault, malgré les chutes de Marc Gomez et de Pascal Simon, c'est en grand champion que Laurent Fignon a donc remporté hier sur les Champs-Élysées le Tour de France. Jusqu'au bout, il n'aura pas manqué de panache. Après sa victoire du contre-la-montre à Dijon, il n'a pas hésité à prendre des risques dans le sprint final de la dernière étape. C'est finalement le Suisse Gilbert Glos, que nous allons voir dans un instant, qui a franchi le premier la ligne d'arrivée sur les Champs-Élysées. Fignon n'était que le 4e de l'étape, ce qui ne l'a pas empêché d'éclater de joie sur le podium. Un beau maillot jaune donc, et surtout la consécration d'un coureur cycliste qui est la tête de file d'une nouvelle génération apparue au cours de ce Tour de France. Il y a donc Fignon, mais aussi Madio, Andersen, Delgado et quelques autres. Lionel Chamoulot. Les voici. En remportant à 22 ans le Tour de France, Fignon est avec Gimondi le plus jeune vainqueur du Tour de l'après-guerre. Cette année, la hiérarchie a été bousculée. Les anciens, les favoris, ont chuté. Zoetemelk, déclassé pour contrôle positif, a eu tous les malheurs du monde avec en plus une chute sur les Champs-Élysées. Un symbole, un autre favori, Van Impe, rejoint et dépassé dans le contre-la-montre par Laurent Fignon. La nouvelle classe a les dents longues, les anciens ne suivent plus. Chez les étrangers, Kim Andersen, le premier Danois à porter le maillot jaune, il s'est même offert une victoire d'étape. Le Hollandais Winen a confirmé en montagne pour terminer 3e à 4 minutes 09. Les Colombiens avec Corredor et Jiménez n'ont pas été ridicules pour leur apprentissage dans le Tour de France. Et chez les Français, ça a été l'explosion des jeunes, de superbes coéquipiers comme Marc Madio, ou de remarquables vainqueurs d'étapes au panache, comme ici Le Bigot, mais il n'y a pas eu que lui bien sûr. Il y a eu d'autres vainqueurs d'étapes comme Gagne, Chevalier, Claire ou Leleu. Alors, quel sera le Tour 1984? Sera-t-il aussi ouvert que celui que nous venons de vivre? En tout cas, les prétendants seront nombreux et il y aura bien sûr Simon le malheureux. La nouvelle école espagnole avec Delgado, Arroyo et Lerajeta. Et chez Renault alors, Lemon, Fignon et le retour de Bernard Hinault. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour en parler. Je pense que c'est pas l'époque des transferts et je crois que ce n'est pas placé. Pour l'instant, j'ai fait confiance et Renault m'a fait confiance depuis 9 ans, 8 ans. Donc je vois pas pourquoi j'irais changer maintenant. Vous savez, il y a tellement de courses. Je crois qu'il faudra partir bientôt du principe qu'un athlète de haut niveau ne peut faire que à peu près 100 jours de compétition au top niveau, donc au maximum. Alors quand on sait qu'une année représente 365 jours, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il y aura beaucoup de courses à faire. Il y a de la place pour tout le monde. Avec nous donc Jean-Paul Olivier, spécialiste du cyclisme au service des sports. Comment vous expliquez-vous cette émergence de nouveaux coureurs cyclistes cette année? Vous savez, ça revient de temps en temps dans l'histoire du cyclisme. Vous savez, nous avons eu des coureurs qui ont dominé leur époque. Je ne parle pas de Louison Bobet qui lui a gagné ses tours à l'énergie, mais il y a eu Anquetil qui a dominé la scène avec 5 Tours de France. Il y a eu Eddy Merckx. Et entre Jacques Anquetil et Eddy Merckx, il y a eu un trou, si j'ose dire, où il n'y a pas eu de très grandes vedettes. C'est ainsi qu'on a vu éclore Lucien Aymar, Pinjon et aussi Gimondi dont on parlait tout
tout à l'heure, qui à 23 ans a remporté le Tour de France. Alors à ce moment-là, si vous voulez, on est reparti d'une sorte de bon pied, si j'ose dire, et c'est un cyclisme qui a passionné tout le monde. Il a passionné tout le monde parce qu'on a découvert de nouveaux talents, et on a découvert surtout des jeunes qui avaient les dents longues. Parce que, il faut dire une chose, c'est qu'avec les victoires d'Anquetil ou de Merckx, par exemple, ou même d'Hinault dernièrement, le public se dépassionnait un petit peu. Il avait l'impression d'assister à la victoire des mêmes. Au départ du Tour de France, on disait c'est Hinault qui va gagner le Tour. À l'avance. Oui, alors on se désintéressait du Tour. Et je crois qu'avec la victoire de Fignon, on est reparti et ça fait grand bien au cyclisme. Ça ne sera pas un feu de paille. Je ne crois pas. Et si c'est un feu de paille, de toute façon, nous découvrirons encore de nouveaux talents. Mais la concurrence entre Hinault et puis ces jeunes derrière qui poussent, c'est plutôt salutaire, ça. Effectivement, c'est salutaire, et c'est la raison pour laquelle, si Fignon ne gagne pas le Tour de France l'année prochaine, par exemple, nous aurons d'autres talents. Et nous aurons des talents qui ne resteront peut-être pas à la limite très très longtemps au sommet, mais qui resteront de très bons coureurs. Vous savez, c'est difficile de prévoir l'avenir. Et qui peut dire que Fignon ne sera pas un nouvel Hinault? On n'en sait rien. Est-ce que vous pensez que dans les critériums qui suivent d'ordinaire le Tour de France, normalement, on va déjà essayer de mesurer un peu cet affrontement entre Hinault et les nouveaux venus? Non, je ne crois pas. Les critériums d'après Tour de France sont des courses... Pour gagner de l'argent. Oui, pour gagner de l'argent d'une part, mais qui permettent au public de voir les vedettes qui sont illustrées dans le Tour de France. Et c'est le phénomène popularité, je crois, qui joue. Et il est important. Je vous remercie. Nous allons, nous, essayer de suivre un petit peu ces critériums pour savoir ce qu'il en est exactement. Robert Hersant défie le gouvernement. Il n'accepte pas le blocage des prix du Figaro et de François, décidé par le ministre des Finances. Samedi, les services de Jacques Delors informe Robert Hersant qu'il ne pourra augmenter le prix du Figaro et de François de 3,70 francs à 3,80 francs. La raison invoquée, il n'a pas respecté les accords de la presse parisienne sur l'augmentation du prix des quotidiens en 1983. Réplique de Robert Hersant ce matin à la une du Figaro, c'est une décision inacceptable. Depuis l'arrivée au pouvoir des gens que l'on sait, j'ai pris l'habitude de me voir appliquer en toutes circonstances un régime exorbitant du droit commun. Une fois de plus, dit Robert Hersant, l'appareil de l'État, ses fonctionnaires sont utilisés à des fins partisanes. En conséquence, Robert Hersant a fixé à 3,80 francs à partir d'aujourd'hui le prix de vente au numéro du Figaro et de François. Robert Hersant, qui dirige un véritable empire de presse, à Paris comme en province, n'a pas voulu répondre à nos questions. Mais Martine Gilson ouvre le dossier de cette nouvelle affaire. Inacceptable, écrit donc ce matin Robert Hersant à la une du Figaro. Cette décision, dit-il, est en contradiction avec les accords que nous avons signés. En conséquence, le Figaro passe aujourd'hui de 3,70 francs à 3,80 francs. Qui a tort? Qui a raison? En vertu d'un accord conclu en novembre 82 entre les quotidiens parisiens et les pouvoirs publics, les quotidiens en question avaient promis de ne pas augmenter de plus de 30 centimes leur prix pour toute l'année 83. Toujours selon cet accord, les quotidiens qui en plus ont un supplément week-end, comme François ou Le Figaro, s'étaient engagés à ne pas dépasser sur l'année une hausse de 8%. Sur le premier point, l'augmentation des quotidiens, Robert Hersant respecte l'accord. Au début de l'année, Le Figaro coûtait 3,50 francs, il coûte aujourd'hui 3,80 francs. Ce que Robert Hersant ne dit pas, c'est que pour ce qui est des suppléments magazines, il a déjà dépassé les hausses prévues. Ces suppléments ont augmenté de 9% contre les 8% prévus. Les quotidiens et les suppléments sont une entité juridique. Ils ont donc été punis globalement. Au ministère des Finances, on précise d'ailleurs ce matin que Robert Hersant avait été prévenu de ces éventuelles sanctions le 12 mars très exactement, et qu'une mise en demeure avait déjà été adressée au directeur du Figaro dès le 25 mai. Une entreprise française se trouve aujourd'hui dans le même cas que l'entreprise de Robert Hersant. Elle a été sanctionnée par le ministère des Finances parce qu'elle vendait son produit trop cher. Le ministère a donc décidé d'autorité de réduire de 2% le prix de ce produit. Le patron de cette entreprise n'a pas protesté, et s'il l'avait fait, la réaction serait peut-être passée inaperçue. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il vend des vêtements. Si le conflit est si aigu entre Robert Hersant et le ministre, c'est parce qu'il porte sur autre chose que le prix d'une simple chemise ou d'un simple costume. C'est parce qu'il porte sur un produit d'une valeur bien plus grande, les idées et les mots. Il ne s'agit plus seulement d'une question de centimes, l'enjeu est bien plus important. Et Robert Hersant utilise habilement cette dimension. Cette décision, écrit-il, ne s'applique pas aux autres journaux, elle est arbitraire et discriminatoire. Les lecteurs du Figaro auront compris. Robert Hersant estime qu'il a été sanctionné parce qu'il est de droite. Le ministère s'en défendra bien sûr. Pourquoi, dira-t-il, un grand patron de presse pourrait-il échapper à la loi? Peut-être. Mais en prenant cette décision, il n'ignorait sans doute pas les conséquences qu'elle allait provoquer, conséquences qu'il va devoir assumer. Cette affaire prend en effet l'allure d'un affrontement direct entre le gouvernement de gauche et l'homme qui dirige un véritable empire de presse. Cet homme, Robert Hersant, a donné le ton. Il n'accepte pas la mesure de blocage.
Comment le gouvernement va-t-il réagir? Décidera-t-il de le sanctionner une nouvelle fois? Pas de réponse pour l'instant, mais il est facile de l'imaginer. Cette affaire constitue en effet un test pour lui. C'est son autorité même qui est en jeu. Le Premier ministre, Pierre Mauroy, nous restons en France, vient de lancer un nouvel appel à la mobilisation et à l'effort dans un entretien accordé à la revue politique Le Parlementaire. Le Premier ministre dresse le bilan de la politique menée depuis l'élection de François Mitterrand. Un exceptionnel programme de réforme a été réalisé, affirme-t-il. Le pouvoir d'achat a été sauvegardé et Pierre Mauroy ajoute « L'économie est en voie d'assainissement, l'œuvre de redressement national est engagée. Elle nécessite un effort collectif indispensable qui sera justement réparti. » En Corse, ça continue. Côté terrorisme, 3 nouveaux attentats à l'explosif en Haute-Corse dans la nuit de dimanche à lundi, des dégâts matériels. Côté arrestation, 5 personnes proches des milieux nationalistes ont été interpellées en Corse du Sud. À l'étranger, mais aussi en France, le président Gemayel est arrivé ce matin à Paris, en provenance des États-Unis. Il s'est rendu à l'Élysée où il vient d'y rencontrer François Mitterrand. Nous voyons le président Gemayel qui rentre à l'Élysée. Cet entretien privé se tient à un moment où la situation ne cesse de se dégrader au Liban, avec tout à la fois la constitution d'un front d'opposition libanais, le Front de Salut National, dirigé par Walid Jumblat, parrainé par la Syrie, et la confirmation par Israël du retrait de ses troupes de Beyrouth. Le spectre de la partition, la Syrie au nord, Israël au sud, s'impose chaque jour davantage. Quant aux Palestiniens, ils continuent de s'affronter entre pro et anti-Arafat dans la plaine de la Beka. Souvenez-vous, le 22 juin dernier, à Rome, une jeune citoyenne du Vatican, Emanuela Orlandi, disparaît. Elle a 15 ans. En fait, il s'agit d'un rapt. Et ses ravisseurs, très vite, réclament, en échange de la libération d'Emanuela Orlandi, la libération d'Aliaka, l'auteur de l'attentat commis le 13 mai 81 contre le pape. D'ultimatum en ultimatum, la séquestration d'Emanuela Orlandi dure maintenant depuis 31 jours. Un élément nouveau ce matin, une déclaration du père d'Emanuela à la télévision italienne. Nous allons l'entendre. Nous, la famille Orlandi, nous nous adressons aux ravisseurs. Nous avions donné un numéro de téléphone et nous avons reçu 2 appels de 2 personnes différentes. L'une des 2 ment. Sachez que dorénavant, nous ne répondrons plus au téléphone. Les ravisseurs devront s'adresser à nos avocats. Nous entendons le père d'Emanuela. Il n'y a donc dans cette affaire aucune certitude, uniquement des hypothèses. Bernard Méniamine. Emanuela Orlandi, la voici. Elle a 15 ans, ou avait 15 ans au moment de son enlèvement. On ne sait plus en effet si l'on doit parler d'elle au présent ou au passé. Parce que si les auteurs du rapt ont toujours réclamé la libération d'Ali Aqsa, que l'on voit sur ces images, l'auteur de la tentative d'assassinat contre Jean-Paul II, ils n'ont en revanche jamais apporté la preuve qu'ils détenaient en otage Emanuela et que celle-ci était toujours vivante. Deuxième question qui se pose, Ali Aqsa lui-même refuse d'être échangé contre la petite Emanuela. Il l'a déclaré à plusieurs reprises. Dès lors, que cherchent les ravisseurs? Pour la police, 2 hypothèses restent valables. Soit Emanuela est morte et ses ravisseurs chercheraient à profiter de la situation, soit les responsables de l'enlèvement, de vulgaires petits truands, seraient relayés en quelque sorte par une organisation politique qui essaierait d'exploiter l'affaire vis-à-vis du Vatican. Voilà pour les hypothèses. Le problème, c'est qu'Emanuela a disparu depuis 1 mois et que les avis de recherche placardés sur tous les murs de Rome n'ont toujours rien donné. En bref, à l'étranger encore, fin du congrès mondial arménien de Lausanne, des résolutions mi-chèvre, mi-chou. Les poseurs de bombes de l'Azala ont été plus ou moins condamnés, mais le congrès a approuvé le principe de la lutte armée. Dans la guerre qui oppose l'Iran à l'Irak, le ministre iranien des Affaires étrangères vient de menacer de bloquer les exportations de pétrole des pays du Golfe si l'Irak bloquait les exportations de pétrole iraniennes. Ce n'est pas la première fois que cette menace est brandie. Je vous rappelle que 40% de l'approvisionnement de la France en pétrole vient du Golfe. Enfin, une dernière information qui nous vient du Tchad. Les premières livraisons de matériel américain au gouvernement d'Issénabré ont commencé ce matin. C'est un gros transporteur, un gros avion, C-141 de l'armée de l'air américaine, qui s'est posé sur N'Djamena. Les États-Unis ont décidé de fournir au total une aide d'urgence de 10 millions de dollars au Tchad. Dans un instant, nous allons parler d'économie en vous contant les exploits d'un chef d'entreprise, pas comme les autres, Bernard Tapie, et nous aborderons également le chapitre sport
avec les déboires de France 3 dans l'America Cup. Mais d'abord, voyons la météo à l'étranger pour commencer pour une fois, puisque 72 personnes sont mortes au Japon à la suite d'inondations et de glissements de terrain. Là-bas, à l'autre bout du monde, les pluies sont torrentielles. Gaël Montelaï. La pluie est tombée à torrent vendredi et samedi dans la province de Shiman, à 800 km au sud de Tokyo. Le bilan est impressionnant, 479 maisons totalement détruites, 56 ponts emportés, plus d'1 million de maisons inondées, un trafic routier et ferroviaire totalement paralysé. 76 personnes sont mortes, emportées par les flots, et une cinquantaine sont encore portées disparues. Les inondations ont en effet provoqué des glissements de terrain qui ont tout enseveli sous des tonnes de boue. Depuis 2 jours, 4000 policiers sont mobilisés et poursuivent les recherches. Les pluies ont cessé ce matin, mais il faudra 2 à 3 semaines pour revenir à une situation normale dans cette région. Ces inondations sont les plus importantes qu'ait connues le Japon depuis 1 an. Aux États-Unis, c'est au contraire la canicule qui tue. 132 personnes sont mortes en raison de la vague de chaleur exceptionnelle qui affecte notamment l'Est et le Sud du pays. Ce sont essentiellement les personnes âgées et pauvres qui n'ont pu résister à une sécheresse terrible. Mais les services de la météo américaine sont optimistes. Un front froid venant du Canada se dirige vers le Sud. Chez nous, les caprices du temps sont heureusement moins meurtriers, mais quand même. L'ennemi, ces derniers jours, c'était la grêle, puisqu'une partie du célèbre vignoble de Von Romanet, en Côte d'Or, a été endommagée à 80% dans la nuit de samedi à dimanche par un orage de grêle. Alain Gillot-Pétré a suivi tout ça pour nous. Alain ? Oui, nous allons faire le point, un bilan de ces catastrophes, bien moins graves bien entendu que les 136 morts des États-Unis, mais tout de même pour les agriculteurs c'est une catastrophe. Vous allez voir une carte sur laquelle vous allez voir les principaux vignobles qui ont été détruits. Sachez que 1000 hectares de vignobles ont été détruits dans la région de Colmar, 30% du vignoble de Pomerol, le Gros Plan dans la région de Nantes aussi, et un petit vignoble au Pays Basque à Saint-Palais. Sachez qu'en Haute-Loire aussi, un grelon est tombé, il faisait 8 cm de diamètre et il pesait 112 grammes. Et dans la nuit de samedi à dimanche, vous l'avez dit, les vignobles de Von Romanet, dans leur ensemble, 25 hectares au total ont été gravement, très gravement endommagés. Et le plus célèbre, le plus rare et le plus cher d'entre eux, le vignoble de Romanée-Conti, 1 hectare 80 au total, totalement endommagé. Le Vougeot, le Chambol-Musigny ont été touchés aussi, mais le Nuit-Saint-Georges, rassurez-vous, le Nuit-Saint-Georges a été épargné. C'est pourquoi il est vert sur cette carte. Selon les propriétaires du célèbre cru, si la bise souffle et sèche tout de suite, les plants pourront peut-être être sauvés. Ça m'étonnerait que ça souffle. Pour à titre d'indication, sachez que la bouteille de Romanée-Conti est tellement rare qu'elle n'est même pas cotée. Elle coûte entre 300 et 500 francs la bouteille, c'est vous dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça mérite peut-être quelques explications. Comment se forme la grêle, après tout? Parce qu'on parle de la grêle, mais ça ne mange pas de pain de faire un petit rappel. Alors j'ai fait un petit schéma à ma façon, avec ici la surface, avec une église, des arbres, une maison. Il fait disons 30 degrés en bas, c'est une température qu'on a actuellement. Nous sommes à 0 mètre. Sachez que à 5 km d'altitude, vous avez une température de moins 10 degrés en moyenne en ce moment. Et à 8 km d'altitude, moins 40 degrés. C'est important pour ce qui va suivre. Car vous avez des cumulonimbus qui se forment. Ils se forment grâce à l'énorme énergie qui se trouve à 0 mètre, donc 30 degrés. De l'énergie qui monte et qui forme ces gros nuages qui vont de 0 à 8 km. Vous avez donc des courants ascendants extrêmement puissants. Et vous avez des gouttelettes de pluie, bien entendu, dans ces nuages. Mais ces gouttelettes de pluie, au lieu de tomber, elles montent. Seulement si elles montent, elles vont à 5 km, elles vont trouver moins 10 degrés. À 8 km, elles vont trouver moins 40. Donc, elles se congèlent. Ils se forment à ce moment-là des petits morceaux de glace. Ils ne peuvent pas monter indéfiniment. Ils retombent. On appelle ça un downdraft. Donc, il y a aussi des courants descendants. En descendant, ils fondent. Et ils récupèrent au passage d'autres gouttelettes de pluie. Donc, la goutte d'eau grossit. Seulement, voilà, il y a toujours des courants ascendants. Et donc, la gouttelette d'eau fondue remonte. Mais elle est plus importante et elle se congèle de nouveau, moins 10, moins 40. Et ce sont des mouvements perpétuels dans un cumulonimbus de montée et de descente. Il arrive fatalement un moment où le grêlon est trop puissant et trop gros, il pèse plus lourd, son poids est plus lourd que la force qui le fait monter, donc il tombe. Et ils fond à ce moment-là. Seulement, il reste quand même en bas de ces beaux grelons, puisque je vous dis qu'il y en a un qui faisait 112 grammes. Le maximum, c'était 1 kg 700 aux États-Unis. C'était un bloc de glace comme ça. Voilà comment ça se forme. La grêle, c'est assez terrifiant pour ce qu'on en sait, car on n'est absolument pas sûr que ça se forme comme ça. Ce ne sont que des hypothèses. Mais enfin, ça paraît plausible tout de même. Donc, pour cet après-midi, sur la moitié ouest du pays, beaucoup d'orages, beaucoup de nuages avec de la grêle, donc
Attention, un peu moins d'orage sur la Bretagne et la Normandie, les îles de Jersey et de Guernesey, anglo-normandes. Sur l'Est, c'est plutôt du beau temps, c'est même du beau temps. Oh, il est possible qu'il y ait quelques petits orages isolés. Ou en gros, donc, moitié ouest, du mauvais temps, moitié est, du beau temps. Les orages qui arrivent sur Paris actuellement, on les attend pour le milieu de l'après-midi sur le nord. Les températures, quant à elles, sont légèrement en baisse par rapport à hier, de 21 degrés minimum à Brest, à 32 degrés à Marseille et à Ajaccio. De toute façon, sur tout l'ouest du pays, les maximums ont été atteints ce matin et ce sont des températures qui, de toute façon, sont au-dessus des normes saisonnières. Au chapitre accident de vacances, 3 alpinistes sont morts dimanche dans les Alpes, dans les massifs du Mont Blanc et de la Meije. Et puis on reste toujours sans nouvelles du voilier le Santa Isabella. Ce voilier qui bat pavillon espagnol est en croisière au large de l'Argentine. 30 plaisanciers français seraient à bord. Les recherches continuent en vain pour l'instant. Et puis on vient de recevoir un coup de téléphone de nos amis journalistes de François, qui sont des fidèles d'Antenne de Midi, et qui nous disent que François est resté aujourd'hui à 3 francs 70. Seul le Figaro est passé à 3 francs 80. Robert Hersant, qui est propriétaire des 2 quotidiens, semble donc avoir 2 politiques, une pour François, l'autre pour le Figaro. En tout cas, nous allons suivre le dossier. Les chefs d'entreprise français, le patronat, nous ont plutôt donné l'habitude, depuis que la crise s'est abattue sur la France, de faire des déclarations où ils insistent sur leurs difficultés à faire vivre leur entreprise. La tendance générale, c'est « on ne s'en sort pas ». Il y a eu, il est vrai, en 1982, près de 20 000 faillites. Dans ce paysage plutôt morose, une comète. Un homme qui se taille une réputation de sauveur d'entreprise. Il est jeune, il a 38 ans, il est à la tête d'un groupe composé d'une 40aine de sociétés dans les domaines les plus divers. Il a des méthodes souvent rudes, mais il parvient à sa manière à réanimer des entreprises moribondes. Dernier sauvetage en date, une entreprise de prêt-à-porter féminin. Pierre Champtier et Jean-Claude de la Tremblay ont suivi Bernard Tapie. Il voyage beaucoup, il parle franc. Voici son portrait. Placée sous la tente à oxygène du bon docteur Bernard Tapie, cette entreprise de prêt-à-porter, condamnée il y a 3 semaines, a toutes les chances aujourd'hui de ressusciter. Bien sûr, il a fallu tailler un peu dans le personnel. Il manque quelques clés à la pointeuse électronique. Mais quand le bilan a été déposé et que le malade est dans le coma, on n'a plus les moyens de chipoter. Il y avait 2 conditions pour que Bernard Tapie reprenne. Il fallait que la société soit restructurée par compression de personnel dès le départ, quoi. Avant qu'il intervienne, lui. Avant qu'il intervienne, lui. C'était une condition pour qu'il reprenne, quoi. Et alors ça a été accepté par tout le monde? Il a bien fallu, de toute façon. Il n'y avait pas beaucoup de possibilités autrement. C'était la solution extrême, de toute façon. Bernard Tapie, aux commandes de son jet, rutilant comme une ambulance, est accueilli comme le Messie. Mais une fois guéri, le malade devient sa chose. En quelques années, il a sauvé 7000 emplois. Et ce faisant, s'est constitué à bon compte, uniquement à partir d'entreprises jetées à la casse, un groupe industriel qui vaut déjà son pesant de milliards. Les patrons sur le déclin menacés par ce récupérateur d'épaves ne l'aiment guère. Mais il est incontestable qu'il a le génie du management et qu'il sait admirablement trouver son chemin dans la zone des tempêtes. Ce qui frappe surtout chez cet homme qui fait son miel de la déconfiture d'autrui, c'est un formidable appétit, habituellement masqué, mais que lui affiche avec une sympathique franchise. Il n'y a rien de plus redoutable de vivre dans un système capitaliste avec des gens qui ne le sont pas. Or, l'unité de mesure d'un système capitaliste, c'est l'argent. Il est bien, il n'est pas bien, on veut en changer, on n'en change pas, n'empêche qu'aujourd'hui, c'est celui-là. Si vous ne l'acceptez pas, c'est dire à un sportif, tu oublies le chronomètre. Tu vas courir dans l'absolu, mais surtout le chronomètre, ça ne t'intéresse pas. Ou un littéraire, tu oublies les prix, ou peu importe. Je veux dire, il y a un moment donné, on est obligé de s'étalonner sur une unité de mesure. Pour un homme d'affaires, son unité de mesure, c'est l'argent. C'est elle, ou c'est lui qui va déterminer celui qui réussit beaucoup, celui qui réussit moyennement, celui qui réussit pas du tout. Or, pour moi, mon unité de mesure étant l'argent, j'entreprends mes affaires et je les fais entreprendre par tous ceux qui m'entourent avec une volonté féroce de gagner beaucoup
beaucoup, beaucoup d'argent. Quand je reprends Terraillon il y a 24 mois, on se demande est-ce qu'il a l'intention de faire du pesage. Alors l'establishment, pour reprendre votre mot, dit non. Il veut faire un coup, il va reprendre Terraillon qui ne marche pas, puis quand ça va marcher, il va revendre à Seb, ou je sais pas qui. Mais un an après, je rachète le deuxième, je rachète le troisième, puis maintenant le quatrième. Et maintenant, on est le numéro 1 en Europe. Maintenant, on fait 600 millions de chiffre d'affaires, on est le numéro 3 dans le monde et le numéro 1 en Europe dans le pesage. Est-ce que je vous ai convaincu que j'ai bien derrière moi une réalité avec une stratégie industrielle, puisque la stratégie industrielle du pesage passe par absorber des boîtes françaises, mais en dehors de ça, on a absorbé Billa en Italie, Jupiter en Espagne, on est en train de faire des opérations sur l'Allemagne, l'Afrique du Sud, le Japon, les États-Unis, dans le cadre d'une stratégie industrielle. Est-ce que le dépôt de bilan peut devenir une méthode de gestion à votre avis? C'est incontestablement, à un moment déterminé, un choc psychologique. C'est une opération chirurgicale qu'il est bon, qu'il est sain d'entamer lorsque l'on sent qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Il faut se méfier, car ça comporte suffisamment de contraintes pour que ce soit vraiment traité avec extrêmement de finesse et à dose homéopathique. Le succès lui montrait-il à la tête? Bernard Tapie caresse le rêve d'appliquer ses méthodes sur une plus grande échelle et de faire de la politique. Usque non ascendet. Ce qui en français veut dire « jusqu'où montera-t-il ». En sport, France 3 n'a pratiquement plus aucune chance de participer à la phase finale de l'America Cup. Le bateau vient d'être battu une nouvelle fois par le 12 mètres australien Australia 2. Ce voilier australien est d'ailleurs la grande vedette de l'America Cup. Il possède une quille révolutionnaire, paraît-il. Il est en permanence sous surveillance. Lorsqu'il est sorti de l'eau, cette quille est toujours cachée par une housse spéciale. Tant de mystères finissent par provoquer des convoitises. Un homme grenouille canadien vient d'ailleurs d'être arrêté. Il essayait, lui, de photographier sous l'eau cette fameuse quille de l'espionnage, en quelque sorte Gilles Cauzanet. Pour bien comprendre ce qui s'est passé samedi à Newport, il faut savoir que l'America Cup mobilise des intérêts financiers énormes, même si au bout du compte, le vainqueur est récompensé par une vilaine aiguillère d'argent sans fond. Le défi, c'est en fait bien autre chose. Du côté américain, c'est d'abord l'honneur du skipper. Et aux États-Unis, l'America Cup est aussi populaire que chez nous, le Tour de France cycliste. On dit là-bas que la tête du skipper qui perdra la coupe remplacera l'aiguillère dans la vitrine du New York Yacht Club. Du côté des challengers étrangers, le défi est encore plus important. Par l'intermédiaire des 12 mètres J, ces voiliers d'un autre âge quant à leur conception, mais hyper sophistiqués dans leur réalisation, c'est tout le savoir-faire technologique d'un pays qui est en cause. En cas de victoire, les retombées commerciales seraient énormes. C'est grâce à l'America Cup, par exemple, que le Baron Bic, même s'il n'a jamais pu s'imposer sur l'eau, a réussi à pénétrer en force le marché américain des rasoirs et des briquets jetables. Alors pour gagner, des sommes colossales sont consacrées aux bateaux et aux équipages. 10 milliards de centimes pour le voilier Australia 2, 8 milliards pour l'anglais Victory, 6 pour les Italiens et les Canadiens. À côté de cela, le défi français fait figure de parent pauvre avec son petit milliard et demi de centimes. Et si les Canadiens ont voulu savoir quel était le secret de la quille d'Australia 2, c'est qu'ils savent que ce petit secret pourrait, en cas de victoire contre le Defender américain, valoir plus qu'une simple aiguillère d'argent. On n'est pas très bon sur l'America Cup, mais par contre, on est les premiers aux billes. Elles ont donc quitté les cours de récréation pour partir à la conquête des sables de Royan. Les billes, c'est très sérieux, puisque pendant 12 jours, 1600 participants, représentant 9 pays, se sont affrontés à coups d'agate. La finale opposait 9 Français, sur un circuit de 40 mètres, et le concours n'est pas sans rappeler le Tour de France. Suivez les billes et le reportage de Lionel Chamoulot, c'est un championnat du monde, c'est important. Tout est prêt à Royan pour les deuxièmes championnats du monde de billes sur sable. Un parcours de 35 mètres avec d'incroyables difficultés, notamment la montagne redoutée par tous les concurrents. Voici les finalistes dans cette discipline. Les Français ne passent pas pour des billes, aucun étranger dans les 9 qualifiés. Le plus jeune a 10 ans, le plus vieux 35 ans. Cette bonne bille, c'est celle de Denis Bodino, maillot jaune, champion du monde en titre, qui malgré une légère tendinite au doigt, part bille en tête. Bon, j'aurai des champions à affronter. Bon, bah, faudra jouer normalement. Tu le trouves difficile le parcours? Oui, il est plus difficile que l'année dernière. Et en plus, cette année, Denis, le leader, fait l'objet d'une surveillance étroite. À l'approche des premières difficultés, le peloton est regroupé. Tout d'abord, les pavés du Nord. Là, il faut mener sa course de doigt de maître.
Le maillot vert est inquiet, la montagne approche et ce n'est pas son domaine. Dans l'école, à l'approche des sommets, les dégâts sont considérables. Monsieur Bodino, le père du champion, se fait un peu de billes pour son fils et il y a de quoi. Le maillot à pois rouge sur fond rouge, c'est celui du meilleur grimpeur Jean-Marc Blé d'origine colombienne. Il est plus à l'aise en montant qu'en descendant. Même s'il s'agit d'une bille plus petite, Michel Hidalgo se prend au jeu. On y vient avec un peu de scepticisme sur l'intérêt et puis on regarde le départ et puis on se prend au parcours, on se prend au Grand Prix de la montagne, au maillot vert et je crois que pour rien au monde on voudrait quitter sa place pour ne pas voir justement cette arrivée. À mi-parcours, c'est la guerre des nerfs. Rien n'est encore joué. Les leaders se succèdent, personne n'arrive à faire la différence. Les maladresses, les manques de chance sapent le moral des finalistes et à cet instant, nombreux sont ceux qui ont envie de retirer leurs billes. Et qui se place? Mais un bon coup de bille et tout repart. Oh, joli coup, Jean-Marc. L'avant-dernière ligne droite, c'est là que les premiers vont craquer. Bravo. Denis Bodino, lui, revient comme un boulet et il reprend la tête. Denis ose à peine y croire. Il n'est plus maintenant qu'à 2 doigts du bonheur. Ça y est, c'est fait. Les journalistes peuvent prendre leur stylo à billes et noter que pour la 2e année consécutive, Denis Bodino est champion du monde de billes. Content, je sais pas, je le ressentirai peut-être 3 jours après comme l'année dernière. L'année dernière c'était pareil, tu t'es rendu compte après? Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a fait d'être champion du monde? Bah, la même chose que l'année dernière, le changement avec les copains, l'école, dans tout le quartier quoi. Bravo Denis. Parlons de notre festival, celui qui se tenait à Salon. La manifestation s'appelait Jazz à Salon, l'occasion pour Jean-Jacques Dufour de nous faire découvrir la nouvelle musique nigériane qui devrait faire fureur en France très bientôt. Le reportage. Fusion Music, c'est la musique des Yaruba, une des plus grandes tribus du Nigeria. Et sous l'impulsion de King Sunny Adé, le leader du groupe les African Beats, elle est en train de faire un malheur en Europe, comme l'ensemble de la musique africaine d'ailleurs. Le King ne délivre pas de message, il ne s'engage pas, c'est un chrétien qui chante l'amour. Il le chante avec 17 musiciens et des instruments modernes, notamment des guitares, faisant évoluer ainsi le son, mais pas l'esprit de cette musique qui résonne ici, à Salon de Provence. You mixed European instrument and African instrument. Yes, it's not a modern technology because we have African guitars too. We call it goje. You know, we have it like a violin. Then you play it with pick, and there are some you play it with a bow. So we have it in Africa, but everybody wants modern technology. Like you're using modern cameras now. When in the olden days you have a camera that you wind like this. But now it's something that's automatic goes there. That's modern technology. Okay, thank you. Une alliance qui permet à King Sunny Adé de se tailler un beau succès, représentatif de l'engouement des Européens pour cette musique. C'est pas juste le rythme, hein, c'est parce que c'est bien foutu. Bon, je veux dire, moi j'aime bien Fela Ransom Kuti, j'en ai entendu parler. On m'avait dit que ça ressemblait, je suis venue, effectivement ça me fait beaucoup, voilà. C'est gai, c'est vivant, c'est peut-être naturel, et puis... Ouais. C'est vrai, cette musique est gaie. D'ailleurs, chez King Sunny Adé, au Nigeria, elle ne s'arrête jamais. Là-bas, on joue toute la journée et toute la nuit quand on fait une grande fête. Plus long, moins ample, très sophistiqué, voici les grandes tendances de la haute couture pour cet hiver.
France Roche, qui elle est une véritable spécialiste en la matière, va nous détailler tout cela, puisque nous avons la chance d'avoir à domicile, dans notre studio, donc chez vous, un défilé de mode. Alors France, en dessous du genou, à mi-mollet, à la cheville, ça se passe où cette année? Où on veut. Vous savez, la mode n'est pas une dictature, c'est une proposition. Il y a des couturiers qui ont raccourci, il y a des couturiers qui ont rallongé. Mais dans l'ensemble, la mode de l'austérité est plutôt à la profusion et la prodigalité. D'ailleurs, les sociologues disent que c'est normal, parce que vous savez, la mode, c'est pas complètement inutile. D'abord, c'est un art. Jacques Lang a fait un musée de la mode, de même il y en avait un à New York. Ensuite, la mode, c'est un signifiant sociologique. Des gens très sérieux comme M. Pierre Bourdieu ont expliqué que la manière dont on s'habillait signifiait les aspirations, les fantasmes, les désirs d'un individu et aussi ceux de son époque. Écoutez France, moi j'aime beaucoup vous écouter, mais là j'ai très envie de voir. Alors on regarde un petit peu les modèles et vous nous commentez ça? Alors ce sont les robes que j'ai appelées les robes plus. C'est-à-dire, par exemple, chez Ferraud, Louis Ferraud, la robe la plus insolite. Alors, il appelle ça une robe de duel. Moi, je pense qu'il a plutôt rêvé qu'un jour il entrerait à l'Académie française, ou alors il a pensé à Madame Yourcenar. Chez Perspook, la plus chaude. Alors, elle est en vigogne. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. L'austérité, la voilà. Il y a beaucoup de tissu là-dedans. C'est une robe de Perspook en vigogne, avec la robe en vigogne également, mais pailletée. Chez Lanvin, la robe la plus jungle. Ils vont être très tristes que je dise ça parce que la collection est dédiée à la duchesse de Windsor. C'est un manteau entièrement en singe. Enfin, on voit jamais ça dans la rue quand même. Ben non, mais ça sert à quoi la haute couture? Ça, c'est le spectacle. Mais la haute couture, elle sert à montrer quand même les tendances. Par exemple, il va y avoir beaucoup de fentes. Guettez les fentes, vous allez en voir plusieurs. Chez Anna et Mori, la plus japonaise. Vous voyez, ce sont les cerisiers en fleurs. On verra aussi beaucoup de gris. Encore très brodée, la plus brodée et puis très hypocrite aussi, celle de Balmain. Vous allez voir les broderies, mais sous les broderies, la peau. La plus pailletée, celle de Philippe Venet, qui va arriver. La voilà, alors, la fente, toujours. C'est très sombre, hein, tout ça, quand même. Oui, oui. Oh, c'est transparent, si vous regardez bien. La plus volantée. Torrente. Alors, la robe est une espèce de grosse fleur. Combien ça coûte, une robe comme ça? Ah, suivant les maisons, ça peut coûter entre 15 000 et 30 000 francs. Ah. Même avec des rabais, c'est dur. Tout à fait confidentiel. Oui. C'est très beau, la robe la plus fendue, chez Nina Ricci, un patchwork d'or et de bleu. Chez Rabanne, alors la robe très 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 hypocrite parce qu'elle est à la fois longue et courte. On peut se cacher et se montrer. C'est tout à fait une robe pour Diane. Mais là, on se cache en se montrant quand même un petit peu. Ben voilà, c'est l'idée. Et puis alors la plus courte, carrément, celle de Courrèges. Vous remarquerez les bas de Gunilla, mais vous remarquerez aussi son petit nœud derrière. Alors à cause de ces dames, vous voyez, la couture, la haute couture est en pleine progression. 40% de progression sur 82, c'est-à-dire qu'il y avait... Mais attendez, il y a une chose que je ne comprends pas du tout. Ces robes qui sont très belles, sont superbes, qui sont très chères, on ne les voit jamais dans la rue. Jamais, très rarement. Alors, d'abord, qui va les acheter et comment cela peut faire vivre une industrie? Parce que c'est quand même des prototypes. Eh bien, d'abord, vous avez un élément qui a beaucoup servi la haute couture, c'est la dévaluation. Les Américaines, les Vénézuéliennes et les femmes d'émir se sont dit, après tout, ça va devenir intéressant de faire notre shopping à Paris. Et vous savez qu'il existe certaines femmes d'émir, et les émirs en ont plusieurs, qui commandent certains modèles en 10 couleurs différentes. Alors, pour elles, 30 000 francs, c'est pas très gênant. Ensuite, la couture fait vivre avec ses accessoires, avec les lunettes, avec les ceintures, avec les foulards, avec les parapluies, avec tout ça. 40 000 personnes, fait travailler 40 000 personnes et a
un chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliard, dont la haute couture ne représente que 10%, mais la haute couture, c'est le paravent, c'est le drapeau de toute cette industrie. Et la haute couture, les collections en ce moment, sont couvertes pratiquement autant que les Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez vu Edith Cresson à ses collections? Non, je crois qu'elle va après avec les clientes, mais de toute façon, parce que comme elle est, les ministères, c'est chez Chanel. Oui, mais comme elle s'occupe du commerce extérieur, manifestement, c'est un produit qui nous ramène des devises. Mais elle est contente, Edith Cresson, je suis sûre, suppose, parce oui. que 140 millions en 82, 196 millions en 83, 40% de mieux. Alors, le prêt-à-porter va s'inspirer de tout ça. De quelle façon? Le prêt-à-porter s'en inspire de deux façons. La première, c'est que les maisons de haute couture ont leur prêt-à-porter. Alors elles ne vont pas faire en prêt-à-porter le contraire de ce qu'elles ont fait. Et d'autre part, les petites maisons sont à l'affût de ce qui va plaire, du truc, du gag, et suivent la ligne. Vous savez, aller chercher Alors, si j'ai bien compris, le truc cette année, c'est la fente. C'est la fente, exactement, vous avez très bien compris. Après ce coup de chaud, il est temps plus que jamais d'aller se baigner. La météo des plages, Alain. Il fait tellement chaud que j'en ai tombé la veste et puis il y a eu une telle bouffée de chaleur sur ce studio depuis que toutes ces dames ont défilé. Il fait bon sur les plages, vous allez tout de suite voir nos panneaux, d'abord sur la Manche et l'Atlantique, le Touquet, Deauville, Granville, Perros-Guirec, Roscoff. Attention, une petite erreur, à Perros-Guirec, le drapeau est orange, il n'est pas vert. Je répète bien, Perros-Guirec, le drapeau est orange, il n'est pas vert. Partout ailleurs, il est vert et la mer est de 16 à 18 degrés, elle est calme ou belle. Ensuite en Atlantique, Quiberon, La Baule, les Sables-d'Olonne, Royan, Cap-Ferret, Biarritz, là pas de problème, c'est orange à Cap-Ferret et à Biarritz, tout le reste est bien vert, les températures vont de 18 à 21 degrés, la mer est calme, belle ou peu agitée. Vous respectez bien les drapeaux, n'est-ce pas? Et en Méditerranée, pour terminer, là la mer est très très chaude, de 23 à 26 degrés, Collioure, Grande Motte, Cannes, Saint-Tropez, Saint-Raphaël, Lavandou, Calvi, Ajaccio, là le drapeau est vert partout, la mer est belle, calme ou peu agitée. C'est encore une belle journée pour tous les vacanciers, profitez-en bien. Je vous donne les informations financières et boursières que nous communique Jean Lebert, comme chaque jour. 7 francs 85 pour $1, c'est le nouveau record historique atteint aujourd'hui à la Bourse de Paris. Une hausse sans surprise en raison d'une augmentation probable des taux d'intérêt américains. Autour de la corbeille, peu de mouvements, la progression a été de 0,07%, l'indicateur de tendance est à plus 0,12%. Sur le marché de l'or, le kilo était coté aujourd'hui à 106,050 francs, le Napoléon est en légère baisse à 6 francs 81. Avant de vous quitter, je vais vous donner les principales informations de ce journal. Il y en a deux essentielles, je vous les rappelle. Donc, le défi de Robert Hersant au gouvernement. Robert Hersant ne respecte pas le blocage des prix du Figaro. Son quotidien était en vente ce matin à 3 francs 80. La météo, les vignobles de France qui ont été très durement touchés par la grêle. 80% du cru Von Romané a été dévasté. Je vous rappelle les prochains rendez-vous de l'information. C'est à 18h40 et non 18h30 aujourd'hui. Vous savez que C'est la vie a pris ses congés, mais la chaîne de l'information d'Antenne 2 n'est pas pour autant interrompue et c'est Claude Sérillon qui viendra vers 18h40 vous donner les principales informations dans un flash. À 20h, le journal présenté par Patrick Poivre d'Arvor. Vers 23h, le résumé des nouvelles de la journée. Je vous retrouve avec toute l'équipe d'Antenne de Midi demain. Bon après-midi. Au revoir. À demain.